tous, je suis Nicolas de la société Milan Automation dans la Sarthe. On est une petite société d'intégration robotique automatisme. Et aujourd'hui, on va vous présenter comment on intègre les robots TM12 de chez Omron, les robots collaboratifs. Donc, comme je vous le disais, on est sur un robot collaboratif Omron, donc TM12. Au niveau de son payload qui est admissible en bout de poignée, on est à 12 kg. C'est pour ça qu'on l'appelle TM12. Et la portée de celui-ci est de 1300 mm, 1m30. Donc c'est une très grosse amplitude pour des cobots. Si on résume un petit peu sur la partie charge, payload, on est à 12 kg en bout de poignée. Ce qui veut dire qu'ici, là, on est en bout de préhenseur. Donc on a un delta de 140 mm. Il faut bien faire attention. La plupart du temps, on prend pour argent comptant le fait qu'on puisse mettre 12 kg en bout de poignée, mais attention, quand on fait un Z avec un préhenseur qui va un petit peu plus loin, là en l'occurrence on est sur un Z de 140 mm, on va avoir une charge qui est admissible en bout de préhenseur qui va être un petit peu moindre. Il faut regarder la BAC, par exemple, c'est dégressif à partir de 100 mm. À partir de 100 mm de décalage en Z sur le préhenseur, on va arriver sur des charges admissibles de 10 kg. Il ne faut pas oublier qu'il faut prendre en compte également le poids du préhenseur. Là on est sur un préhenseur qui doit avoisiner les 1 kg. Donc ce qui veut dire qu'ici en Z, on va pouvoir encore soulever des charges de 9 kg. Sur l'application qu'on fait actuellement, on vient prendre, mais ce que je vais vous présenter, c'est des barres en acier que le robot vient prendre et déplacer à un endroit. Alors la question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on vient intégrer un cobot. Donc là en l'occurrence on parle d'un cobot. Pourquoi est-ce qu'on vient intégrer un cobot plutôt qu'un robot industriel? La plupart des clients qui nous consultent nous disent bah oui, un cobot c'est un petit peu plus cher. Sauf qu'effectivement, on a des fonctions qui sont supplémentaires. La première, c'est, alors on va pas parler de fonctions, mais on va plutôt parler d'encombrement. Quand on regarde le robot en lui-même, on est sur un robot qui est quand même relativement peu encombrant. Alors je peux vous le montrer également parce qu'on a une autre fonction qui est relativement sympa, c'est sur la plupart des cobots également, et en l'occurrence là sur le robot TM12, on a un bouton qui s'appelle Free. Et ce bouton-là, en fait, permet à l'opérateur d'aller bouger son robot un petit peu comme il veut. L'intérêt de ce bouton, c'est que effectivement, si on est sur un bourrage ou un robot qui rentre en collision avec quelque chose dans l'application, il va être très simple pour l'opérateur d'aller bouger le robot et de justement enlever la collision dans lequel le robot peut se trouver. Ça peut très bien, c'est pas forcément la faute du robot, ça peut très bien être dans l'application, une benne ou quelque chose qui a été mal placé et donc le robot rentre en collision. Il faut aller enlever la collision et donc pour l'opérateur, avec un robot industriel, il va être obligé de prendre le teach robot, connaître un petit peu les axes dans lesquels il veut le bouger et enlever la collision. Là, dans notre cas, on appuie sur le bouton. Bon là, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le bouton gripper, mais si on a besoin d'enlever la collision, c'est très simple, bouton free, on bouge. Il y a également un autre mode, un autre intérêt sur ces robots-là, c'est que la plupart du temps, on a également une LED. Donc là, chez Omron, on l'a. Cette LED, en fait, par exemple, là, je suis vert. La LED verte me dit que je suis en manuel. Donc j'ai accès à justement ce bouton free. Si je passe mon robot en mode automatique, il va être bleu. Si je passe mon robot devant le scrutateur et que je passe en mode collaboratif, il va être violet clignotant. Voilà pour la partie, je dirais, bouton free. On a également un autre bouton qui se trouve dessus, c'est le bouton gripper. Vous l'avez vu parce que je me suis trompé quand j'ai appuyé dessus. Là, si j'appuie sur mon gripper, ma pince va bouger. Et donc du coup, on est capable d'aller enlever une pièce qui va pouvoir se trouver dans l'application à un instant T, qui sera par exemple rentré en collision. On voudrait enlever la pièce, on ne peut pas. Il faut si avec on a un robot industriel, on est obligé de prendre le teach, d'aller trouver la bonne sortie pour pouvoir ouvrir la pince. Là, l'opérateur, il a simplement deux boutons à se souvenir. Le bouton free pour bouger son robot et le bouton gripper pour ouvrir la pince. C'est direct et c'est très simple d'accès. On va détailler maintenant la partie préhenseur. Alors attention, sur cette application-là, on est sur une application qui n'est pas dite collaborative. Le robot ne va pas travailler à côté de l'opérateur. Donc on n'est pas sur une pince qui est dite collaborative avec des bords non saillants, etc. Mais notre robot, on l'utilise vraiment, notre cobot, on l'utilise quasiment comme un robot industriel. Le client à la base voulait avoir les fonctions free
les fonctions gripper, etc. directement sur son robot. Et c'est pour ça qu'on installe chez eux ce genre de robot. Si on doit détailler un petit peu notre pince préhenseur, c'est intéressant dans le sens où nous sommes sur une pince qui est capable de porter des charges relativement lourdes. Et surtout, en fait, dans notre solution, l'intérêt, c'est de ne pas avoir d'accastillage. Alors, on n'a pas d'accastillage. L'accastillage, c'est un système qui permet de faire passer des câbles ou des tuyaux pneumatiques le long du robot. Ici, on voit qu'on ne l'a pas, et pourtant, on arrive quand même à piloter notre pince. Pourquoi? Parce qu'en termes d'entrées-sorties disponibles que l'on va retrouver sur ce robot, ici, on va avoir quelques entrées-sorties disponibles tout ou rien sur le robot. Et ici, on a des entrées-sorties analogiques sur le robot. C'est une pince qui fonctionne en tout ou rien. Le seul, entre guillemets, désavantage qu'a cette pince-là, c'est d'être un petit peu gourmande sur l'ampérage absorbé. Je ne sais pas si vous allez voir là. Alors, vous voyez, le robot, on peut le mettre un petit peu dans tous les sens. Donc là, il est un petit peu en singularité parce que je force un petit peu sur tous les axes et du coup c'est pour ça que vous voyez la lumière rouge. Mais en fait, ici on peut voir que la pince absorbe 3,8 ampères en pic. Le robot, lui, en bout de poignée, il est capable d'absorber normalement 1,5 ampères. On est sur une pince avec un courant maximum absorbé en bout de poignée de 1,5 ampères. Donc vous allez me dire, on ne peut pas théoriquement avoir cette pince en bout de robot sans accastillage. C'est vrai, sauf que on vient rajouter cette petite boîte là. Donc le constructeur de la pince et de la boîte, c'est Gimatic. Donc c'est une société italienne avec qui on travaille beaucoup. L'intérêt de cette pince, de cette boîte là, c'est de transformer le signal NPN qui est fourni par le robot, parce qu'aujourd'hui en bout de robot on n'a que des signaux NPN. Donc on transforme le signal NPN en PNP, qui est parce que la pince fonctionne en PNP, mais également elle a un condensateur qui se trouve à l'intérieur et qui permet également d'absorber le pic de courant. C'est-à-dire que quand on va avoir une ouverture-fermeture sur la pince, et donc un pic de courant, le robot ne va jamais recevoir ce pic de courant, il va rester sur le courant nominal qu'il aura de 1,5 ampères grand maximum. Il me semble que la capbox de chez Gimatic va lui renvoyer grand maximum que 1 ampère. Je dis 1 ampère, mais je sais plus exactement la donnée qui va être renvoyée. Mais en gros, on est capable de mettre une pince qui absorbe 3,8 ampères pic pour un robot qui en fournit seulement 1,5 ampère, et également de transformer le signal NPN en PNP pour pouvoir fonctionner avec la pince. Et donc, on est sur une pince qui fonctionne en tout ou rien. Alors attention, c'est pas une pince dite collaborative, mais on n'est pas sur une pince sur laquelle on va s'endommager la main. Vous voyez, on va au pire se pincer un petit peu la main, mais ce sera pas quelque chose qui viendra nous endommager ou nous casser un doigt. Donc pour vous résumer un petit peu l'application exemple qu'on va prendre dans cette présentation, c'est une application sur laquelle le client vient couper des barres en acier. Les barres sont en sortie de scie, elles arrivent sur un convoyeur. Donc l'installation qu'on a conçue ici vient se mettre au niveau du convoyeur. On a également un petit moteur linéaire qui est ici, qui vient pousser la barre d'un côté ou de l'autre, suivant si on est en production ou si c'est sur un rebut. Et donc la barre vient descendre et s'accumuler sur cette table qu'on appelle une table de retaquage. Ici on a un petit verre linéaire électrique Festo qui vient pousser la barre pour qu'elle soit toujours au même endroit. Et notre robot viendra en fonction de la longueur. Donc là on a des barres qui sont en acier de différentes longueurs suivant ce que le client aura paramétré dans sa scie. Et l'avantage d'intégrer un automate, parce que on va voir qu'on intègre toujours nos robots avec un automate. L'avantage d'intégrer un automate, c'est de pouvoir faire justement ces calculs-là très facilement depuis l'IHM. Et donc le robot viendra prendre la barre suivant l'emplacement sur lequel on va se trouver, soit sur une petite barre plus à gauche, ou alors une barre un peu plus grande, plus à droite. On va maintenant parler de la partie électrique. Donc on est sur une armoire que l'on a conçue, designée, et donc du coup l'armoire ici c'est une armoire de 600 de large parce que le client voulait une armoire relativement réduite.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué et designé des pieds qui nous permettent d'intégrer la baie robot. Donc là, on est sur la baie robot. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais la baie elle est directement intégrée dans ce coffret qui est un coffret standard du commerce. Ici, on va retrouver l'alimentation 24 volts, une alimentation 24 volts Omron, un disjoncteur électronique pour pouvoir disjoncter directement nos devices. On a plusieurs sorties sur lesquelles on peut disjoncter quand on est en rouge, quand on a appuyé dessus, on repasse au vert. Le module de sécurité qui lui sert à gérer la partie arrêt d'urgence qui se trouve au-dessus du pupitre. On a également un autre arrêt d'urgence qui lui est l'arrêt d'urgence robot. Donc quand le relais va être enclenché et qu'on fait un arrêt d'urgence, automatiquement c'est repris sur 2 entrées sécurisées de la baie robot et le robot va se mettre sur ses freins. Sur la partie automate, donc qui se trouve ici, on est sur un automate NX1 P2 de chez Omron. C'est le plus petit automate Ether 4 qu'on va trouver dans la gamme. Cet automate-là, en fait, il nous permet d'aller gérer l'application, donc tous les capteurs actionneurs qu'on va retrouver sur la table de retaquage. Il va également gérer tous les échanges qu'on va avoir avec la scie. En l'occurrence, on travaille avec une scie Amada qui est en amont. Et au niveau de la partie, je dirais Ether 4, on va retrouver ici un petit variateur CMMT de chez Festo. Et donc on communique en Ether 4 avec lui pour lui donner les différentes positions réglables pour évacuer notre barre en sortie de convoyeur. L'automate il va également gérer toute la partie, je dirais, dialogue avec l'IHM, dialogue avec l'opérateur, dialogue avec la machine. Et également il va également gérer la partie vérin de retaquage qui sert en bout de table à retaquer notre barre sur le côté, toujours à la même position. Sur notre application, on a également un scrutateur. Ça, c'est un scrutateur qui est paramétrable, qui a des entrées-sorties, et les sorties de sécurité vont directement être liées à la baie robot. Ce qui veut dire que quand on va rentrer dans la zone robot, on va le faire passer soit en arrêt, soit on va le faire passer en mode collaboratif. On s'est établi un petit standard, c'est-à-dire que quand on se trouve dans une zone, notre voyant ici clignote très rapidement. Quand on est en demande d'acquittement et qu'on est sorti de la zone, on est en clignotement lent. Et quand le robot peut tourner à pleine vitesse, le voyant est allumé fixe. Donc pour détailler un petit peu le dessus de l'armoire, ici on va retrouver un bouton de mise sous puissance avec une LED qui va nous détailler l'état de la mise sous puissance et également l'état du scrutateur. Ici un arrêt d'urgence classique. Notre IHM de conduite machine. Donc cet IHM il peut très bien être plus grand. Là aujourd'hui c'est un 7 pouces sur cette application là parce que le client voulait un petit écran. On pourrait très bien imaginer un 12, un 15 pouces. On pourrait très bien imaginer une autre interface de développement. Là, en l'occurrence, on est sur du Omron, donc on est sur le logiciel Sysmax Studio. Et si vous avez un standard chez vous en Omron, eh ben, on pourrait très bien le faire directement avec cet IHM-là. Le Teach robot, enfin, je dis le Teach, mais la petite télécommande robot, parce qu'en fait, le Omron TM12, tel qu'il a été acheté là, il n'a pas de Teach intégré. Le Teach, c'est une option chez Omron, et nous, elle ne nous intéresse pas dans le sens où on vient mettre un IHM qui pilote tout. Pour résumer un petit peu sur la partie état de signalisation qu'on fait en standard chez nous, donc là, si je passe mon pied devant le scrutateur et je simule comme si je rentrais dans la zone de scrutation du robot, on va le voir tout de suite, on peut voir que la LED clignote rapidement. C'est-à-dire que quand je suis dans cet état-là, je ne peux absolument pas redémarrer mon robot en vitesse normale. Je sors mon pied de la zone de scrutation, on voit que la LED clignote différemment. Là, en l'occurrence, je peux faire repasser mon robot en mode normal. Là. Et là, il est passé en mode automatique classique. On peut voir également l'état de signalisation de la LED. Donc là, on est en bleu. Si je passe mon pied devant la zone de scrutation, on voit qu'on a la LED violette qui clignote. Je sors de la zone de scrutation, mon robot est toujours en mode collaboratif avec une vitesse lente.
Si je veux le refaire passer en vitesse normale, je rappuie dessus, et donc là, on enlève la vitesse lente, et donc le robot est en mode automatique classique. Si je fais un arrêt d'urgence sur le robot, la LED va passer en rouge. Enfin là, non, la LED va carrément s'éteindre. J'enlève mon arrêt d'urgence, je redémarre ma puissance. Donc là, c'est puissance côté armoire. Et donc ici, sur la télécommande, je lui fais juste un acquittement défaut pour qu'il puisse repasser en normal. Et donc là, le robot va refaire son cycle d'asservissement des axes. Et donc il va passer bleu, prêt à être mis en service. On va détailler maintenant un petit peu notre IHM standard. Donc ça, c'est propre à notre société Milan Automation. Peu importe la marque d'automatisme qu'on intègre, on a toujours ce menu qui va se présenter sous cette forme-là, et ensuite on a notre application qui dirait custom, qui elle va être différente. Les menus pour présenter un petit peu rapidement l'applicatif. Ici, on a notre détail d'affaires avec le numéro de projet, etc., le type d'automate qu'on va retrouver, le type de robot. On a également ici, si on va dans Info Robot, en fait on communique en mode bus avec le robot, donc on remonte tous les états du robot, de la baie robot, etc. Donc les températures, les intensités consommées, quelques petites informations qui peuvent être utiles. Ici on a ce qu'on appelle la page PEM, la page état machine, et donc du coup c'est sur cette page-là qu'on vient, entre guillemets, choisir la recette que l'on veut lancer. Par exemple ici, on a 3 types de recettes parce qu'en fait le robot a 3 types de fonctionnement différents. On a un déchargement, donc là c'est pour l'applicatif client, on vient prendre une pièce, on vient le dégager sur une autre table, et donc c'est ce qu'on appelle le déchargement machine à laver. On a le déchargement dans les bennes, c'est-à-dire que le robot vient prendre sur la table et il vient ranger dans les bennes, et on a également le mode sans robot, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le robot et la table vient retaquer toujours de l'autre côté rebut. On affiche également, donc là ici on peut carrément, quand on vient charger, donc là j'ai chargé une recette, si je prends la déchargement machine à laver par exemple. Ici on voit bien qu'on est en déchargement machine à laver. Ici j'ai mon bouton mode auto, j'ai la recette qui aura prédéfini les types de tubes que je viens prendre sur notre applicatif, je le rappelle. Donc là on est sur des tubes de 2 kg avec une longueur de tube de 150. Cette longueur là viendra faire en sorte que notre robot viendra prendre notre tube à un axe X différent. Le diamètre de tube, c'est qu'on vient ranger dans les bennes, donc ce diamètre va servir à faire le décalage des bennes. Et ici on a la quantité par benne si on veut avoir une quantité de tubes différents dans chaque benne. Donc ça c'est pour la partie, je dirais, page IHM. Donc cette partie là, c'est vraiment notre partie custom sur lequel par exemple on peut activer une benne, activer le nombre de rangées par benne, enfin tout ça c'est du custom, et c'est l'avantage d'utiliser un automate pour faire ça, c'est-à-dire que c'est un applicatif classique avec un automate dans lequel on a un actionneur qui est considéré comme un actionneur classique, et cet actionneur c'est le robot tout simplement. Ici sur notre IHM, après on a la partie compteur, donc là c'est un compteur classique. Donc tout ça c'est notre standard. Les pages manuelles, donc là on n'a pas réellement de page manuelle, on va avoir juste une page manuelle pour la partie robot, parce que le reste de l'applicatif est fait directement dedans. La partie maintenance, on va revenir principalement sur cette partie trajectoire robot, mais dans la partie maintenance, on a par exemple l'état des entrées-sorties qu'on peut retrouver facilement. On a également l'état des entrées-sorties robot, donc là c'est la carte robot. Et donc tout ça on le remonte par le mode bus. L'édition recette, dans lequel on viendra rentrer tous nos paramètres de recette. Historique défaut, donc ça c'est un petit historique défaut. Et les défauts actifs. Donc là c'est notre application, je dirais standard. Comme je disais, on va revenir un petit peu sur la partie trajectoire robot. La partie trajectoire robot, c'est vraiment ce qui nous permet en fait d'aller donner la main au client pour modifier ces trajectoires robots. Donc si on vient dans ce menu là, on arrive sur un tableau, et ici on a des petites lunettes. Donc là dans l'occurrence on est sur un X1P2, donc c'est vraiment un petit automate qui possède une mémoire relativement bien, mais qui est quand même un petit peu limitée. Et donc ici on va retrouver, on a créé un tableau de 20 trajectoires.
Donc là, on a fait un exemple. Ici, on a une trajectoire 1, prise pièce. La trajectoire 2, c'est ben 1, 10 déchargements, prise échantillon. Volontairement, c'est mis un petit peu comme on veut, parce que en fait, le client peut aller ranger, peut aller créer une trajectoire très facilement. Là, je l'ai appelé démo juste pour vous montrer. Si je reviens en arrière, donc là, par exemple, je vais aller modifier la trajectoire prise pièce. Je vais choisir ma trajectoire. Donc là, j'ai mon choix trajectoire. Je vais charger la trajectoire numéro 1, entrée. Ici, on va pouvoir rentrer dans l'édition de la trajectoire. C'est-à-dire qu'on a 20 trajectoires qui sont stockées dans l'automate. Donc on l'a volontairement limité à 20 trajectoires. Pour info, sur un X1P2, quand on crée 20 trajectoires avec 10 instructions, on est à peu près à 60% de mémoire utilisée. Ici, on a créé nous-mêmes des instructions. C'est-à-dire qu'on a un tableau très simple sur lequel le client peut aller modifier les instructions de chaque trajectoire. On va faire un exemple. Par exemple, on est sur la première instruction. On va lui demander d'aller faire un mouvement pointe à point. Alors un mouvement pointe à point pour un robot, c'est un mouvement sur lequel on va aller chercher un point à un autre point, sans jamais se soucier de la singularité des axes, sans jamais se soucier en fait de la trajectoire prise par le robot. On va lui donner une vitesse. Donc là, on va lui donner 50%. Le blending, ça va être l'arrondi qu'on veut donner à l'axe du robot, à l'angle du robot. Si par exemple on fasse un point A à un point B, on peut autoriser légèrement de passer pas forcément précisément par cet axe-là. Donc si par exemple on met un blending à 50%, le point précis, ça veut dire qu'on va taper on veut absolument passer par ce point-là de façon précise. Donc quand je mets oui, on enlève le blending. Donc là, je vais l'enlever. Et ici, on va se retrouver avec les coordonnées cartésiennes du robot. En X, Y, Z, Rx, Ry, Rz. Là, en l'occurrence, on peut aller éditer ce point avec ce menu. Ici, on va retrouver les coordonnées cartésiennes du robot. C'est-à-dire qu'en permanence, le robot nous renvoie ses coordonnées. Et ici, on est dans la trajectoire prise pièce de tout à l'heure. On peut donner un nom à ce point. Donc, par exemple, on va l'appeler approche. Donc là, on est sur l'approche tab. Là, notre robot, en cible de points, il a 0 point. Donc, je peux très bien prendre la position courante dans laquelle se trouve mon robot. Donc mon robot, il se trouve en face de moi. Si je lui demande de prendre la position courante, je vais prendre cette position-là et je vais aller la mettre dans ma cible. Clac. Là, j'ai mis ma position courante dans ma cible. Je pourrais très bien lui demander... Par exemple, on va faire un essai. Là, je suis à 332 mm de mon 0 en Z, donc c'est l'axe vertical du robot. Si je veux, par exemple, lui dire d'aller à 532 mm, donc là, on a rajouté 200 mm de plus à notre robot. Si je fais un Go Position, donc cette touche-là, on va voir notre robot qui va bouger de 200 mm. Voilà. Donc là, on a bougé en Z directement le robot via l'automate en positionnement. On a également un menu manuel. Et donc, dans ce menu, on va se retrouver à pouvoir bouger directement le robot avec ses repères cartésiens. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, si je veux le bouger en Z, on va le voir qui va descendre. Voilà. Là, je l'arrête. Je peux très bien le bouger en X ou en Y. Tous les modules les repères cartésiens sont accessibles en jog depuis l'IHM Omron. On a également la possibilité de bouger axe par axe le robot. Donc là, le J1, c'est l'axe qu'on retrouve en base, le J2, c'est l'axe principal du bras, le 3, c'est un petit peu plus haut, le 4, le 5 et le 6. Par exemple, si je veux bouger que le 6 pour la démo, donc là, je peux aller changer ma vitesse. Alors on limite volontairement la vitesse à 10% en manuel. Donc là, je vais la laisser à 10% et je vais aller bouger mon axe 6 à la main. Donc là, j'appuie sur le bouton et on voit que l'axe 6 du robot tourne. Si je voudrais bouger l'axe 1, voilà.
L'avantage de pouvoir bouger en plus des menus, du bouton free qu'on retrouve sur le robot, c'est de pouvoir aller faire des points de façon relativement précise. Et du coup, ce menu de jog là, c'est nous qui l'avons développé pour aller communiquer avec ce robot là. Donc si je reviens ici, on a pris notre position 501, 79, toutes les coordonnées cartésiennes du point d'approche table. Ça, ce point là, ce nom de point sert simplement à donner une référence à la personne qui viendra éditer la trajectoire pour pouvoir lui donner un nom sur le point qu'on vient modifier. Donc là, vous vous souvenez, on avait mis notre point juste devant notre applicatif, juste devant notre armoire. Donc là, je vais refaire un go position. Et là, on voit notre robot qui revient à la position que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. On va dire qu'il est peut-être un peu haut. On peut aller revenir à une position de 330, par exemple. Et donc là, notre axe va bouger en Z tout seul. Donc pour en revenir à ce point, on fait retour. On a créé un premier point. Si par exemple, on veut créer un deuxième point, ce qu'on va faire, on va lui mettre la même vitesse, un blending à 50%. Je vais aller retourner dans la configuration de ce point. Je vais prendre la position courante. Et par exemple, je vais lui demander de bouger. Donc là, je le bouge volontairement pour la démo. Un petit peu plus loin. Voilà. Clac. Je vais l'appeler le point dégagement. Donc là, je vais prendre la position courante. Voilà. Donc là, ça a enregistré la position. Imaginons à cette position-là, je veux fermer ma pince. Donc là, j'ai une instruction qui me permet d'aller fermer la pince. Celui-là, je vais le laisser en point à point, pardon. Je vais attendre, par exemple, 2 secondes. Et je vais enchaîner sur la deuxième trage. Donc là, je vais sauvegarder cette trage-là. Je vais choisir une deuxième trage. Donc là, en l'occurrence, on l'a appelé Ben 1, mais c'était pour l'exemple. On va l'appeler levé, par exemple. Donc là, elle est enregistrée. On va aller chercher un autre point avec une vitesse 50%, blending 50%. Ici, je vais aller rééditer mon point. Là, je vois que je peux aller copier mon point. Je vais mettre levé pièce, par exemple. Je vais y arriver. Ici, j'ai copié ma position courante. Je vais simplement aller lui demander d'aller chercher un Z un petit peu plus haut. Donc on va le mettre à 600 par exemple. On va regarder si ça passe quand même. Donc là, ça nous permet de voir si le projet est viable. Je reviens. Et donc quand je suis enlevé, admettons, je vais faire une ouverture pince. Et admettons, je vais faire une tempo de 1 seconde. Voilà. Donc pour revenir un petit peu aux instructions qu'on a prédéfinies dans cette application-là, c'est-à-dire que le client, il a ce tableau et il est capable d'aller modifier en fait une ouverture pince, un type de point, un mouvement linéaire, un relatif point à point. Alors le relatif, c'est-à-dire qu'on prend l'axe sur lequel on se trouve et on vient lui faire un mouvement relatif par rapport à la position courante. On a également des tempos qui sont prédéfinis et donc ces tempos en fait sont accessibles directement au client. Il suffit tout simplement de rajouter une tempo avec un menu déroulant. Voilà. Donc voilà pour l'édition des recettes. On va maintenant mettre en application le petit bout de code qu'on a vu là. Donc, on va maintenant démarrer notre petit bout de programme. Donc là, pour l'exemple, je sais que le programme déchargement machine à laver, lui, c'est le programme qui enchaîne les trajectoires 1 et 2. Voilà, on pourrait très bien aller le recharger. Voilà.
On voit qu'il est chargé ici. On va démarrer notre mode automatique. On va demander au robot de démarrer. Donc là, le robot, normalement, quand il va démarrer, il va faire notre cycle qu'on vient de programmer tout à l'heure. Voilà. Donc en très peu de temps, on a fait l'ensemble des points qu'on devait faire, avec un petit cycle en forme de triangle là. On voit que la fermeture pince se fait au même moment que l'axe se relève. Donc c'est pas terrible, si on avait une pièce à prendre, la pièce pourrait tomber. On va simplement retourner sur la trage que l'on a éditée. Modification trajectoire. Et ici par exemple, donc là je vais rajouter une instruction de temporisation de 2 secondes par exemple. Je sauvegarde ma trajectoire. Et maintenant on va voir que la fermeture pince se fait. On attend 2 secondes. Et le robot remonte. Donc c'est très simple à modifier. On peut également dire, tiens, le robot, finalement, il est un petit peu lent là. On aimerait que notre programme aille un petit peu plus vite. On pourrait très bien dire, je retourne sur notre page principale, je vais passer mon robot à 100%, et donc là, très facilement, notre robot, j'ai un petit peu de mal, voilà, notre robot va à une vitesse un petit peu plus rapide. Donc là, on est à 100% en termes de vitesse sur le robot. Si on passe maintenant notre robot, donc le scrutateur, je l'ai volontairement mis ici, si je passe mon pied devant le scrutateur, donc là, on va voir que notre voyant passe clignotant. Notre robot passe dans une vitesse, je dirais collaborative. Bon là, elle n'est pas forcément très bien réglée, mais on voit qu'il est passé en vitesse lente. Ici, notre robot, notre voyant clignote lentement, dit qu'on est prêt à acquitter. On appuie dessus, et on va repartir à une vitesse de 100%. Voilà. On peut également dire, dans les instructions, on a vu qu'on avait des vitesses. C'est-à-dire que si je retourne dans ma page maintenance, je retourne sur la vitesse qui fait la levée, donc je vais partir sur la trajectoire numéro 2. Donc là, mon axe fonctionne à 100% partout. Si par exemple, cette vitesse-là, je veux qu'elle fonctionne relativement lentement, donc ça, c'est la position de levée avant l'ouverture pince. Je vais sauvegarder ma trajectoire. Et maintenant, on va bien voir que la vitesse de levée aura changé. Donc on peut voir que c'est très simple à modifier avec notre petit tableau. Et le dernier essai qu'on va faire, c'est une collision pour vous montrer que le robot en fait n'est pas réellement dangereux. Donc là on n'est même pas sur des vitesses collaboratives. Mais voilà, j'arrive à arrêter mon robot très facilement. Il est en défaut. Et donc pour le réacquitter, j'ai simplement à redémarrer mon IHM, enfin acquitter mon défaut. Donc là il est rouge. Si j'acquitte mon défaut, j'appuie sur le bouton stop. Là il est bleu. Et maintenant le robot est prêt à redémarrer. Il me suffit de relancer un cycle.
configuration d'un robot home run chez Milan Automation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout le programme directement dans le robot est simplement considéré comme un vérin, un axe linéaire, au même titre qu'un axe linéaire, pardon, et du coup c'est l'automate qui est maître de toutes les trajectoires. C'est pour ça qu'on peut modifier toute la partie programme robot directement depuis notre IHM. Donc voilà, merci d'avoir regardé et si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous consulter. Société Milan Automation dans la Sarthe à Torigny-sur-Douai. Merci, à bientôt.